l'étape de la planification, l'étape aussi qui consistait effectivement donc à faire l'initiation du projet, l'étape de l'exécution ou de la planification, et en fin de compte, ce qu'on appelait donc en fait clôturer donc ce projet-là. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler de timeline management. Timeline management, ce n'est rien d'autre que, en fait, une méthode qui nous permet d'aboutir, donc, en fait, à mettre en place un planning. Donc, c'est ce que je voudrais aujourd'hui vous parler dans un premier temps. Et une fois qu'on aura terminé et toute cette partie-là, nous allons éventuellement échanger ensemble sur un petit questionnaire et voilà, donc terminer donc cette belle partie qui doit durer que 2 heures de temps. Donc, si vous vous souvenez hier, en fait, je vous avais montré cette partie-là, donc en fait du planning. Et ça vient au même. Donc, on avait le chef de projet qui avait défini en fait sa trajectoire, c'est-à-dire il veut construire son projet en partant d'un point A vers un point B. Et pour cela, il a défini en fait la trajectoire du projet qui est là. Mais pour définir en fait cette trajectoire, il est contraint, c'est-à-dire qu'il a des contraintes. Donc, on l'a donné un budget, donc il doit réaliser ce projet-là donc avec un budget bien établi. Il doit aussi rendre un projet avec une qualité donc exceptionnelle ou une qualité donc définie et proposée par le client. Mais en fin de compte, tout ceci, il doit le faire dans un timing bien défini, qui est le temps. Donc, il a des contraintes de temps. Et comme je vous avais expliqué hier, pour mettre en place un projet, on a des contraintes, ce qui est normal. Même nous, dans nos vies, on a des contraintes qui surgissent, des obstacles, etc. Donc, c'est pareil donc pour aussi un projet. On a des risques que qu'on peut rencontrer en cours de route, des incertitudes parce que on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire ou quelle méthode employer. Le projet peut être complexe donc à réaliser, donc ça peut dépendre donc de la zone géographique ou bien même d'autres complexités dont on ne maîtrise pas ou bien qu'on n'a pas la technologie. Et même, on peut rencontrer des problèmes aussi en cours donc de réalisation en fait du projet. Raison pour laquelle il est important d'avoir une méthode qu'on appelle la performance temps. Et c'est ce que j'appelle en anglais donc the time management. Donc, c'est quoi maintenant le time management? Le time management, en quelque sorte, c'est d'arriver en fait à mettre en place le projet tout en esquivant ou réduisant donc en fait les contraintes qu'on aura rencontrées, en respectant le coût et aussi en livrant donc en fait une bonne qualité donc du projet. Parce qu'en fait généralement bon, il y en a qui se glorifient que j'ai réalisé un projet dans l'espace de 2 mois, d'autres je l'ai fait dans 6 mois, d'autres peuvent dire que je l'ai fait dans 5 ans. Et la personne qui l'a fait, donc dans le délai le plus court, il pense qu'en fait, c'est lui qui est le plus performant. Et c'est pas exactement donc le cas. Donc, ce qui importe dans un projet, c'est de réaliser en fait ton projet en ayant respecté les coûts, la qualité et le délai. Vouloir aller trop vite peut même causer donc en fait des risques et même une perte de temps ou une consommation donc de budget donc énorme. Donc en résumé, donc en fait j'ai voulu vous parler dans un premier temps ce qu'est donc en fait le time management. Comme je l'ai dit là en petite définition, c'est tout ce que nous allons mettre en place pour sécuriser la performance du temps. Donc c'est un comparatif au niveau de la qualité du budget. Et en réalité, en fait, c'est un outil qui nous permet de décrire
finalement nos plannings. Tant qu'on n'arrive pas à définir notre time management, on aura des soucis pour effectivement établir le planning. C'est pourquoi j'ai dit quelque part que le time management ou la performance donc de temps n'est rien d'autre que un input qui nous permettra de réaliser le planning, donc qui est l'objet donc en fait de ce module qu'on est en train donc d'échanger donc aujourd'hui. Ça paraît être compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué, donc on va le voir donc dans la suite. Donc là, j'essaye, donc en fait, dans ce diagramme dont je vous montre là, donc vous avez à côté droite, donc j'ai mis le project information, c'est-à-dire que les informations dont j'ai besoin en entrée pour pouvoir sortir en fait mon planning. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour sortir mon planning? J'ai besoin de lister l'ensemble des exigences, donc sous forme de matrice. Donc les exigences, je l'avais expliqué donc hier, ça peut être, c'est juste en quelque sorte ce qu'on m'exige que ça, tu dois le faire. Donc il y a ce qu'on appelle, ça peut être des exigences métiers, donc telles que des lois, telles que donc en fait des réformes, etc. Ça peut être aussi des exigences techniques. Supposons ceux qui connaissent donc l'informatique, on peut leur dire que en fait, on n'établit pas, on ne met pas du Windows, supposons, donc on ne met pas du Oracle dans du Windows, ou on ne met pas en fait du MySQL, donc dans du Linux. Ça peut être une exigence technique. Et par ailleurs, si je prends donc dans la vie courante, on peut aussi dire que il est d'une exigence donc technique. On ne construit pas donc dans les zones inondables, par exemple. Donc tout ça donc peut être mesuré comme étant des exigences donc techniques. En plus maintenant de lister la liste des exigences, il faut au préalable aussi lotir donc les activités. Bon, hier, quand je vous parlais de la partie planification, on avait listé beaucoup d'activités à réaliser. Donc, il faut parvenir à regrouper donc ces activités en lots. Quelles sont les actions qui vont de pair? Vous les mettez dans un même panier. C'est ce que j'appelle ici, en fait, lotissement des activités. On avait vu hier aussi qu'il faut inspirer ton projet, c'est-à-dire l'organiser. Avoir un tableau de bord, donc c'est ce qu'on a besoin, ces trois éléments-là. Quand on l'a, on peut déjà commencer à construire ce qu'on appelle donc notre planning. Donc, je pense, je ne sais pas si c'est bon jusque-là, mais je peux récapituler. C'est-à-dire que, en résumé, le timeline dont je vous parlais au départ, qui est la performance temps, c'est en fait un comparatif. C'est une mesure qui peut nous permettre donc de savoir si on est performant ou pas dans le temps. Comment on peut le savoir? C'est-à-dire qu'à chaque étape du projet, on assure que on est sur la phase de réaliser un produit de bonne qualité tout en respectant les coûts engagés. Donc, ce n'est pas une course de vitesse, en quelque sorte. Et maintenant, cette performance de temps, c'est un input, c'est-à-dire que c'est un point d'entrée, un prérequis qui nous permettra, en fin de compte, d'établir notre planning du projet. Et pour établir le planning du projet, qui fait partie de la phase planification, comme on l'a vu hier, on a besoin de trois éléments. Un, la liste des exigences, la liste des actions loties, c'est-à-dire que mises sous forme de lot ou regroupées en fonction donc de ce qui va de pair, et les structures du projet. Alors, comme je le rappelais tout à l'heure, donc hier, on a vu en fait la méthode PLM. Et sur cette méthode PLM, on avait plusieurs phases. Et là, nous sommes dans la phase planification. Et dans la phase planification, je vous avais donné plusieurs éléments. Et parmi ces éléments-là, ces trois que je viens de noter ici, donc il y a les exigences
donc métier, technique et le périmètre du projet, la structuration du projet et la description des activités. Ce sont ces trois éléments qui nous permettront enfin donc de définir notre planning des activités. Donc, c'est pour dire que il ne faut pas, quand on a un projet, il ne faut pas aller avec une course de vitesse au fait. Il faut prendre votre temps, de bien l'étudier, de bien élaborer, de bien formaliser, tout écrire noir sur blanc pour aboutir. Vous avez tout le temps qu'on a vu hier et aujourd'hui, et jusque-là, on n'a pas encore commencé à mettre en place notre projet. On est toujours dans la phase d'initiation et de planification, les étapes qui nous permettent d'analyser, de cadrer, de voir toutes les contraintes que nous allons rencontrer en cours de route, de l'établir et de voir qu'est-ce qui va de pair, qu'est-ce qui ne va pas de pair, et ensuite d'estimer nos budgets et enfin réaliser notre planning. Donc, je vais maintenant, donc dans la suite, donc dans cette partie donc que j'ai mis partie 2, vous parler des méthodes ou une démarche qui vous permettra de mettre en place votre planning de projet. Quel que soit le projet, comme je dis, il faut toujours mettre en place un planning. Un planning, c'est quoi? Un planning, donc en fait, c'est déterminer et organiser les tâches d'un projet. On peut prendre plusieurs exemples. Mais comme d'habitude, je prends notre exemple à nous. Quand on se lève le matin, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? On va directement dans les toilettes, on fait ce qu'on doit faire, on sort, on se rhabille et on va là où on doit aller et ainsi étaler la journée donc jusqu'au retour. Donc tout est synchrone, tout est tâche, tout est activité, tout aussi est défini et organisé donc à notre façon. Alors, une fois qu'on a déterminé toutes les actions et les tâches qu'on va faire, il s'en suivra donc d'estimer les charges. C'est quoi estimer les charges? Estimer les charges, c'est de voir pour chaque tâche combien de temps cela va nous prendre pour le réaliser, combien cela va nous coûter, soit en CFA ou bien en jour homme. Quand je parle de jour homme, je parle en termes de délai de temps. Ça peut être 2 heures de temps, 5 heures de temps, une journée, un mois, etc. Alors, l'autre chose maintenant, c'est de déterminer aussi les ressources nécessaires à la réalisation du projet. Je l'avais dit hier. Donc, pour travailler, il faut forcément une équipe, des personnes qui le composent, qui nous permettent donc de réaliser les actions que nous avons définies là-haut. Donc, voilà que nous savons maintenant qu'est-ce que la planification. Je vais vous parler des étapes de planification d'un projet. Donc, pour planifier un projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, si vous vous souvenez un tout petit peu dans les slides que j'ai déroulés avant, je vous ai parlé de lotissement. Donc, il faut découper ton projet en tâches. Quels sont les éléments qui vont de pair? Tu le mets dans un panier. Tu regardes les autres qui vont de pair, tu mets dans un autre panier, etc., etc. Donc, c'est ainsi maintenant que tu as réussi à faire le lotissement donc, de ton projet. Ensuite, il faut définir les ressources. Quand je parle aussi de ressources, je parle des êtres humains, les ressources humaines. Donc, je parle là donc des équipes qui vont composer le projet. Donc, le définir revient à quoi? À identifier quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour réaliser mon projet et ensuite de définir ce qu'on appelle le RACI. Qui fait quoi et quand et comment. Donc, c'est important. À chaque personne ou chaque équipe qu'on lui attribue les tâches dont il doit faire, ainsi de définir aussi quand est-ce qu'il doit le faire et comment il doit le faire. On doit aussi estimer la durée des tâches. Pour chaque tâche, comme je le disais, il faut rien négliger. Estime combien la tâche va te coûter en termes de temps, c'est-à-dire que délai de réalisation, mais aussi en termes donc de coûts donc financiers. Ensuite, il faut ordonnancer ces tâches-là. Ordonnancer ces tâches-là, comme je l'ai dit au départ, on a défini donc en fait les dépendances.
On a défini les dépendances entre les différentes tâches. Par contre, il faut définir donc en fait les dépendances de ces tâches-là. Est-ce que je peux réaliser la tâche A avant d'avoir réalisé la tâche B ou C ou Z? Donc, il faut que tu vois quelle tâche dépend de quelle tâche pour pouvoir en fait avancer, ce qu'on appelle la relation de dépendance entre ces activités-là. Et enfin, donc, il faut créer ce qu'on appelle le chemin critique et ensuite créer le planning. C'est quoi un chemin critique? Bon, je pense que nous savons le définir, mais dans les slides qui vont venir par la suite, je vais vous montrer comment établir donc en fait un chemin critique. Un chemin critique, c'est quoi? C'est en fait les actions auxquelles on doit le réaliser sans perdre une seconde. C'est à date égale, ça doit être réalisé. On n'a pas le droit de le reculer ou de le retarder, même si c'est une seconde donc de près. Donc c'est ce qu'on appelle en fait le chemin critique. Donc il faut savoir donc définir quelles sont les actions qui sont dans ton chemin critique au moment d'établir donc ton planning. Donc pour résumer, les étapes et les actions qu'on a besoin pour établir le planning, on a besoin des ressources humaines, c'est-à-dire que les personnes. On a besoin de savoir quels sont les livrables à délai. Qu'est-ce qu'on attend pour chaque action? On a besoin aussi d'avoir une gouvernance, comme je parlais de RACI. Pour chaque équipe, qu'est-ce qu'il fait? Comment il le fait? Qui est l'hierarchie? Qui dépend de qui est le donneur d'ordre? Qui est le contributeur? C'est important. Si c'est clair, on n'aura pas de problème. Mais aussi, on a besoin donc de définir ce qu'on appelle la demande de changement ou le change management. Donc, cette demande de changement, c'est quoi? Donc, à chaque fois qu'on arrive donc dans un projet, effectivement, les idées, comme je le disais, il y a des incertitudes, il y a des choses qui ne sont pas claires au départ. Il faut mettre en place un processus qui va permettre au client ou à toi, quand tu auras découvert qu'il y a un manquement, comment réintroduire donc en fait ce nouveau besoin ou en fait qu'on vient de découvrir dans le processus. Parce que c'est important, parce que ça va impacter sur le planning, ça va impacter sur le budget, ça va forcément impacter même donc en fait sur les équipes qu'on veut intégrer donc dans le projet, parce qu'on a déjà défini, on est en cours de réalisation. Donc, vous m'excusez un tout petit peu parce que souvent je zappe pour ajouter les gens qui viennent donc d'arriver. Donc, j'étais à la partie donc de demande de changement. On a besoin aussi des parties prenantes, d'établir les parties prenantes. Ça peut être en fait des gens de notre équipe à l'intérieur de l'entreprise, comme ça peut être aussi des clients ou des prestataires donc extérieurs. Nous avons besoin aussi d'établir le plan de risque, comme je l'ai dit hier. Donc, pour mettre en place ton planning, il faut donc tenir compte bien avant donc des risques que tu avais définis au départ. Et enfin, donc le budget aussi. Donc, établir un planning, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas que tu te lèves un bon jour, tu dis que voilà, moi je veux réaliser ceci à tel jour, à telle date, à telle heure, monsieur fait le mois. Non, du tout. Il faut que ça soit organisé, étudié, énuméré, formalisé, tout en tenant compte de ces 7 éléments que je viens de vous mettre en zone. Les ressources humaines, les risques, le budget, la demande de changement, la gouvernance, les livrables dans les délais, les parties prenantes. Donc, comme je vous disais, il y a une démarche pour le faire. Et cette démarche, c'est dans un premier temps, lotir tes actions. Ensuite, de définir tes ressources. Tu as besoin de quelles compétences? Il doit être dans quelle équipe? Quelles sont les équipes que tu as besoin? D'estimer la durée de chaque tâche que tu vas en fait déléguer à la ressource. Ensuite, ordonnancer donc cette tâche-là, c'est-à-dire que définir les dépendances qu'il y a entre donc les différentes actions à mettre en place, mais aussi définir ce qu'on appelle le chemin critique
Donc, c'est toujours important donc de le définir parce que ça permet de savoir quelles sont les tâches qu'on ne peut pas déplacer dans le temps et quelles sont les tâches auxquelles on peut être flexible ou ne pas être flexible du tout. Donc, voilà les étapes à mettre en place pour définir un planning. Comme je le disais là, c'est de créer, donc en fait, de lotir le projet, c'est ce que j'appelle ici créer donc le WBS project, estimer la durée des tâches, définir le chemin critique, définir les ressources humaines, ordonnancer les tâches et créer en fait ton planning sous forme Gantt. Je vais vous parler aussi de quoi, de qu'est-ce que c'est Gantt. Donc en fin de compte, donc il y a aussi des logiciels Gantt, Project, mais sachez que tout ce qui est planification, on peut le faire aussi sous Excel. Excel est très riche. Tout ce qu'on peut faire avec la plupart des outils, que ce soit de la comptabilité, que ce soit de la planification ou autre, on peut le retrouver dans Excel. On n'a pas besoin d'aller loin. Alors, là, j'ai donné un exemple, donc en fait, de quelqu'un qui veut en fait monter donc son vélo, donc quelque chose de très simple parce que ça nous arrive nous tous dans la vie courante. Donc, il a besoin donc en fait de toutes ces actions que j'ai mis dans la première ligne. Il a besoin de montrer donc de faire le montage du cadrage, de monter donc les pédaliers, de monter les roues, les freins, donc le système de vitesse, les tâches d'intégration. Et pour chacune de ces tâches, il y a des sous-tâches. Supposons quand je prends l'exemple donc en fait du montage de cadrage, il faut souder le cadrage, effectivement. Il faut aussi monter donc le fourchage et aussi monter ce qu'on appelle les guidons. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour chaque tâche que vous avez, n'hésitez pas à le découper en dessous tâches. Ça vous permettra de voir beaucoup plus clair. Ça vous permettra de voir que même dans une tâche, peut-être même on a besoin de plusieurs ressources différentes, on a besoin de plusieurs équipes différentes. Là, j'ai donné juste l'exemple d'un vélo parce que c'est si simple donc de monter un vélo, donc nous savons tous donc le faire. Alors, dans la deuxième partie, je vous parlais d'affecter les ressources. Donc, les ressources, c'est qui? C'est les personnes qui doivent réaliser donc ces actions-là. Mais en plus des personnes qui doivent réaliser les actions, il y a des personnes qui on peut ou qui on doit consulter donc pour qu'ils nous donnent l'autre feu vert. C'est ce que j'appelle les approbateurs. Donc, c'est pas que on m'a dit que fais le top, je commence. Non, peut-être il y a quelqu'un qui doit me donner un go pour que je démarre donc en fait la construction ou en fait de réaliser donc cette tâche-là. Donc, au-delà donc du réalisateur, on peut avoir des donneurs d'ordre, on peut consulter des experts et aussi à chaque fois qu'on réalise des tâches, peut-être il y a des gens qu'on doit informer que la tâche est déjà réalisée. Donc, c'est toujours important, comme je l'ai dit dans le slide donc, précédent, de découper ta tâche en des sous-tâches pour pouvoir voir au plus clair quels sont les acteurs ou les équipes que j'ai besoin pour que cette tâche soit menée à bien. Comme je l'ai dit, je suis le réalisateur, mais peut-être il y a quelqu'un qui doit me donner le go, il approuve pour que je puisse démarrer. Il y a quelqu'un que je dois consulter, c'est un expert si j'ai un problème. Il y a quelqu'un que je dois informer du démarrage ou à la fin donc de la tâche. Donc c'est toujours important de définir tout ça. Et là maintenant, donc en termes d'estimation de budget, qui est un chapitre que nous allons voir donc demain, il y a une façon d'estimer donc en fait la durée des tâches. Bon, généralement, la méthode la plus simple, donc c'est la méthode des trois donc, points. C'est quoi cette méthode des trois points? C'est basé sur la consultation donc, des équipes. Je peux aller voir un chef d'équipe, donc Daouda Sané. Bon, je dis que Daouda, moi, parmi ces équipes-là, je veux en fait faire telle action, telle action. Bon, écoute, est-ce que tu l'estimes à combien par rapport à ton expérience ou par rapport à ton vécu, etc., etc. Bon, il peut me donner en fonction donc de son état d'esprit ou il peut me rajouter même des émotions dedans, plusieurs choses.
Et de ce fait, c'est pourquoi on a dit que il faut toujours faire les estimations en fonction de ces trois éléments. Il y a des estimations qui seront très optimistes. Il te dit que, bah, tiens, moi, pour quitter Kaolack et aller à Dakar avec ma voiture personnelle, bah, je fais 2 heures de temps. Point barre. C'est optimiste parce qu'il ne s'est pas garé nulle part. D'autres me disent, ouais, probablement, il faut quand même 4 heures, 5 heures de temps pour y arriver. Bon, c'est une probabilité. Et on note beaucoup plus pessimiste. Ils m'ont dit que, mais attends, si ta roue est cassée en cours de route, bah, si tu n'as pas d'essence, tu vas t'arrêter. Donc là où tu es garé, tu as des pannes, etc. Donc, c'est des réponses pessimistes. Donc, il faut prendre donc en compte de ces trois réponses que tu peux avoir. Des réponses optimistes, ils te parlent avec assurance. Des méthodes de probabilité, ils te ramènent des conditions. Et des réponses pessimistes qui peuvent même imaginer des scénarios qui n'existent pas sur Terre. Et te dire, donc, pour ce faire maintenant, on a dit que pour calculer du coup finalement ou estimer la durée des tâches, voilà une formule qui a été définie scientifiquement qu'on utilise nous dans toutes les entreprises. C'est de prendre donc en fait la durée que l'optimiste qu'on t'a donné, que j'ai nommé O ici, tu l'additionnes avec 4 fois la réponse de probabilité, plus la réponse du monsieur optimiste, tu le divises par 6. Je ne l'ai pas inventé, c'est ce qu'on utilise dans les entreprises pour estimer la durée de nos tâches. C'est parce que peut-être ça a été démontré scientifiquement quelque part. Alors, pour continuer, dans l'étape ordonnancement. Donc là, je me suis appuyé sur en fait la méthode qu'on appelle Perle, que certains d'entre vous connaissent certainement. C'est quoi cette méthode-là? Il prend ses actions sous forme d'un tableau. Là, j'ai toutes les tâches que j'ai énumérées de A à Z. Pour chacune des tâches, j'ai estimé combien de temps cela va me coûter. Donc, la tâche A va me coûter en fait 30 jours, et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans une autre colonne, je mets les prédécesseurs, c'est-à-dire que quelle est l'action qui précède cette action-là. Si je vois donc la ligne A, donc C est prédécesseur donc de A. Et E est le successeur de A. Ça veut dire quoi? Donc, pour réaliser E, il faut que A soit réalisé déjà. Par contre, pour réaliser A, il faut que C soit réalisé. Donc, cette méthode-là, c'est un tableau tout simple qui met les tâches, les durées des tâches, les prédécesseurs, c'est-à-dire quelles sont les actions qui se réalisent en amont, et les successeurs, quelles sont les actions qui se réalisent après, donc lui. En se basant maintenant sur la méthode Perle, je vais rapidement vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un chemin critique. Donc, un chemin critique, et qu'est-ce que c'est qu'un chemin non critique. Je pense qu'il y en a peut-être certaines de vous qui ont fait donc en fait les mathématiques ou qui ont fait en fait la recherche opérationnelle en informatique ou autre chose que ça va donc parler, ou l'arithmétique, je sais plus, qui va vous parler beaucoup. Donc, c'est quoi? Comment définir un chemin critique? Si je reviens donc dans Perle, que vous voyez là-haut, là, donc en fait, j'avais des tâches, des durées, des prédécesseurs et des successeurs. Alors, il faut que je définisse un diagramme. Dans un premier temps, je fais débit. Je débite par qui? Qui est l'élément qui ne dépend d'aucun autre élément, ou bien quelle est la tâche qui ne dépend d'aucune tâche pour démarrer. Quand on regarde le tableau, en fait, là, on voit la tâche D. Il n'a pas de prédécesseur. C'est-à-dire qu'il attend rien ou personne pour être déclenché. On peut le déclencher là, maintenant. Donc, je le mets là. Donc, lui, il attend rien pour démarrer. C'est zéro. Et maintenant, après lui, il est le prédécesseur donc de qui? Après lui, qui peut démarrer? Bon, déjà, bon, pour vous expliquer un peu ce que je vais faire, je fais un rond. Là, c'est en fait l'action. Là, c'est le nombre qu'il va consommer. Il attend qui? Et là, donc en fait, je vais mettre donc en fait la tâche et sa durée d'exécution. Donc là, j'ai D qui
qu'il faut 12 jours pour être exécuté. Donc, je mets un D12. Maintenant, dès que j'ai réalisé le D, je peux réaliser qui? Quelle est l'action qui s'ensuit? Qui dépend de D pour être réalisé? Alors, ce que je vois là dans le tableau, une fois que j'ai réalisé D, bah écoute, C dit qu'on peut me réaliser parce que je suis son successeur. À part C, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que lui son successeur. Donc, je fais un autre. Donc, deuxième action à faire, donc c'est C. Et C, donc en fait, lui, il faut 20 jours pour le réaliser. Une fois que j'ai fait C, je peux faire qui? Je viens dans la colonne C. Alors, je vois bel et bien que dès que j'ai fait C, C a il a deux successeurs. Je peux réaliser soit A, soit F. Donc, je suis à ce niveau-là. Donc, en deuxième étape, je peux réaliser F qui me prend 5 jours ou réaliser A qui prend en fait 30 jours. Une fois que j'ai réalisé A, qui je peux réaliser? A me dit que tu peux réaliser E. Et E, ça dure 60 jours. Une fois que j'ai réalisé E, je peux réaliser qui? Personne. E n'a pas de successeur. Je reviens à F. Une fois réalisé F, je suis bien dans la ligne F, c'est B qui est son successeur. Donc, je vais réaliser B. Ensuite, une fois que j'ai réalisé B, donc je vais réaliser G. Donc, là, j'ai décrit maintenant mes chemins qui existent. Et quand je regarde, j'ai que deux chemins. Il y a le chemin qui quitte le débit, qui passe par C, A et E. Il y a un autre chemin qui quitte, en fait, débit, C, F, mais B et G. Et c'est terminé. Maintenant, comment identifier le chemin critique? On dit que le chemin critique, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les durées totales pour chacun de ces chemins-là. Si je prends, en fait, là, j'ai 12, plus 20, plus 30, plus 60, ça me donne 122. Je regarde là, j'ai 12, donc plus 20, ça me donne 32. 32 plus 5, ça me donne 37. 37 plus 10, ça me donne 47. 47 plus, en fait, comment il s'appelle, bon, 17, ça va me donner 64. Je compare 64 et 122 qui est plus grand, c'est 122 qui est plus grand. Donc, le chemin critique est le chemin qui génère beaucoup plus donc de charge. Donc, parmi maintenant ces actions, du coup, ni D, ni C, ni A, ni E ne doivent prendre aucun retard, même une seconde. Peut-être vous allez me dire pourquoi je vous parle de chemin critique alors que je vais vous parler de planning. Effectivement, quand on établit un planning, c'est quoi un planning? C'est un ensemble d'actions avec des durées, des dépendances, c'est-à-dire que les prédécesseurs et les successeurs, qui doit être réalisé avec des acteurs. Donc, il faut forcément que je définis dans mon planning quelles sont les dépendances des actions. Quelle action dépend de quelle action? Quelle action on ne peut pas négliger, qu'on doit surveiller pour qu'il n'y ait pas de retard, même d'une seconde. Donc, c'est l'importance donc de définir le chemin critique avant d'établir même ton planning. La plupart du temps, les gens, ils ne le font pas. Ils arrivent, ils te définissent un planning. En cours d'exécution, on va regarder que, ouais, on est dans le chemin critique sur ce qu'on dit. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Si on ne le réalise pas à date égale, il y a un souci. Mais c'est parce que ça n'a pas été défini au départ. Donc, pour terminer, nous allons arriver donc à créer nos diagrammes de Gantt qui n'est rien d'autre que notre planning final. Des actions, des durées, des tâches, les dates de début de réalisation, les dates de fin de réalisation estimées, les dates de début de réalisation effectifs, les dates de réalisation effectifs. Donc, il y a des outils pour le faire, comme j'ai dit. Il y a Gantt qui est un outil. Donc là, si vous voyez, donc en fait, là, j'ai fait un petit planning que je vous montre là, que j'ai fait à partir de Excel.
qui est le planning aujourd'hui donc de cette formation qu'on est en train de faire. C'est très rapidement. Donc, bon, on a démarré hier, on en est là aujourd'hui. Demain, on va terminer donc ces modules de formation. Donc, voilà, en résumé. Donc, je vous fais juste donc l'essentiel. L'essentiel est qu'il faut retenir pour en fait cette partie de formation qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi le time management. Et que le time management, c'est un input, c'est un prérequis pour établir ton planning. Comment établir ton planning? Pour établir un planning, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de décrire la liste des actions, de faire le lotissement de ces actions-là, de définir les ressources humaines, les personnes qui vont exécuter ces actions-là, d'estimer la durée pour chacune des tâches identifiées. Et comme je disais auparavant, n'hésitez pas à faire des sous-tâches pour chacune des tâches pour bien voir s'il n'y a pas des équipes cachées que vous n'aviez pas vues auparavant. Ensuite, il faut ordonnancer ces tâches-là, c'est-à-dire que décrire les dépendances. Pour décrire ces dépendances-là, je me suis appuyé sur la méthode Perl qui m'a permis donc de définir les dépendances et finalement d'établir le chemin critique. Et pour terminer, donc je vous fais mon planning. Voilà donc ce que je voulais vous présenter. Donc je vais vous laisser après donc la parole, de poser des questions, de donner des suggestions. Ensemble, on échange. On échange. Et après, si vous voulez, si on a le temps, nous le permet rapidement, je vais vous montrer dans Excel comment faire un planning. Donc, il y a plusieurs outils dans Excel qui permettent de le faire. Et en fin de compte, donc, j'ai préparé comme hier, donc, 3 questions juste simples que je vais vous poser si on a le temps. Si on n'a pas le temps, je vous le mets dans le groupe et je vous laisse répondre tranquillement le soir. Je vais le regarder, comme ça demain matin, on va terminer avec ça. Donc, merci à vous tous. Je suis donc à votre disposition donc pour les questions.